Il y a un moment juste avant l'aube où la montagne la plus haute d'Afrique disparaît, non parce que l'obscurité la dissimule, mais parce que le nuage se referme sur elle comme une main qui se serre. Le ciel en dessous a encore de la couleur, orange sale à l'horizon, violet au-dessus, noir pur au zénith. Mais le Kilimandjaro, qui était il y a un instant une silhouette solide de 5895 mètres contre les dernières étoiles, a disparu. Il est là, énorme, immuable, mais invisible, comme si la montagne décidait, chaque nuit, de se retirer de la conversation. Puis le soleil se lève, et quand les premiers rayons touchent le glacier du sommet, la montagne réapparaît d'un coup, blanche et froide en haut, vert sombre sur les flancs, et si grande que l'œil met une seconde à comprendre ce qu'il regarde. Un volcan éteint qui s'élève des plaines de Tanzanie à 5 km d'altitude, de la savane à la neige en ligne droite, sans pause, sans chaîne de montagnes alentour, lui seul, seul. C'est ce qui rend le Kilimandjaro différent de toute autre montagne de sa hauteur. Il est seul dans la plaine, et cette solitude a des conséquences qui s'accumulent depuis des millions d'années, sous forme d'écosystèmes empilés les uns sur les autres, chacun avec ses propres règles, ses propres habitants, sa propre logique de survie. Bienvenue au Kilimandjaro. Une montagne qui contient 5 mondes distincts en un seul, et où la vie a appris à négocier avec l'altitude, de façon que la science tente encore de déchiffrer. La question qui structure ce lieu a 2 mots, qui et comment. Qui vit ici est la partie facile. La partie difficile, c'est la seconde. La savane qui entoure la base du volcan à 1000 mètres d'altitude ressemble à n'importe quelle savane d'Afrique orientale. Longue herbe jaune, dans laquelle le vent dessine des vagues, acacia à couronne plate projetant des ombres en parasol, poussière rouge que le bétail des Maasai soulève à l'aube quand il conduit les animaux vers le premier pâturage de la journée. Thermomètre entre 28 et 35 degrés à midi, soleil direct 9 mois par an. D'ici, en regardant vers le haut, la montagne semble être une accumulation de verts différents qui montent jusqu'à l'endroit où commence le gris de la roche nue, puis le blanc. Ce que l'œil perçoit comme une gradation douce de couleurs est en réalité une succession de mondes aux frontières aussi marquées que si quelqu'un les avait dessinés. Le premier commence exactement là où finit la savane. La zone forêt montagnarde commence entre 800 et 1800 mètres d'altitude et monte jusqu'à 3000 mètres. C'est le bandeau le plus large de la montagne et le plus dense en termes de vie. La température baisse, l'humidité monte, et le résultat est une forêt qui ne ressemble en rien à la savane en dessous. Les cimes se ferment sur les sentiers, et il y a des heures de la journée où la lumière arrive au sol filtré et verte, comme si la forêt traitait le soleil avant de le laisser passer. Les éléphants entrent dans cette forêt, pas les éléphants qu'on associe à la savane ouverte, ceux des documentaires avec coucher de soleil orange et acacia en fond. Les éléphants du Kilimandjaro sont une population qui s'adapte depuis des générations à se déplacer entre la savane et la forêt montagnarde, entre la pression des champs cultivés sur les flancs et les corridors de végétation qui subsistent encore. Ils se déplacent en groupes de femelles avec leurs petits et laissent des traces que la forêt met des mois à effacer, branches arrachées à 3 mètres de hauteur, sentiers tracés entre les troncs, boue remuée près des mares où ils boivent à l'aube. Un éléphant adulte consomme entre 150 et 170 kg de végétation par jour. Dans la forêt montagnarde du Kilimandjaro, où la densité d'arbres est élevée et la régénération de la végétation plus lente que dans la savane, le passage d'un groupe d'éléphants modifie la structure de la forêt d'une façon qui persiste pendant des années. Ils créent des clairières, ils abattent des arbres, ils retournent le sol, et dans ces clairières et dans ce sol retourné germent des plantes qui, dans une forêt fermée, n'auraient pas eu assez de lumière pour prospérer. Les éléphants, sans le vouloir, sont les jardiniers de la forêt. Ils le sont depuis si longtemps que la flore du Kilimandjaro est en partie organisée autour de leurs habitudes. Mais la forêt montagnarde a d'autres habitants qui opèrent avec moins de bruit et moins d'évidence. Le buffle africain entre dans les pentes boisées du Kilimandjaro en suivant les mêmes corridors de végétation que les éléphants. Contrairement à l'éléphant, dont l'intelligence et la mémoire du territoire sont bien connues, le buffle opère en troupeaux pouvant dépasser plusieurs centaines d'individus et qui se déplacent avec une coordination déconcertante
pour un animal que les gens ont tendance à sous-estimer. Les chasseurs et guides d'Afrique orientale ont une expression qui revient dans plusieurs langues différentes et qui dit la même chose. Le buffle est l'animal qui a tué le plus de personnes sur ce continent. La phrase est un avertissement sur la distance entre ce que le buffle semble être, lourd, herbivore, broutant en groupe, et ce dont il est capable quand il se sent menacé. Dans la forêt montagnarde, le buffle est plus difficile à voir que dans la savane ouverte. Les arbres le cachent. Ses mouvements dans la végétation sont silencieux pour un animal de 700 kg. Et cette combinaison d'invisibilité et de poids est ce qui fait du buffle de forêt l'une des rencontres les plus imprévisibles qui existent en Afrique orientale. Le léopard est aussi dans cette forêt, mais d'une autre façon. Le léopard du Kilimandjaro est un félin qui a résolu le problème de la coexistence avec les humains d'une façon que les chercheurs étudient encore. Il est devenu presque entièrement nocturne dans les zones où la pression humaine est la plus forte et a déplacé son activité vers les heures et les secteurs où les rencontres avec les personnes sont les moins probables. Le jour, les relevés de pièges photographiques dans la forêt montagnarde montrent très peu d'activité de léopards. La nuit, les mêmes sentiers qu'utilisent les porteurs et guides des expéditions vers le sommet enregistrent des passages de léopards avec une fréquence qui surprend les chercheurs qui analysent les données. Le léopard chasse principalement dans la forêt montagnarde. Des duikers, petites antilopes de forêt, des colobes, qui dorment dans les grands arbres. Occasionnellement, des animaux domestiques aux abords de la zone cultivée. Il lisse sa proie dans un arbre après l'avoir chassée, comportement que tous les léopards partagent et qui, au Kilimandjaro, a la fonction supplémentaire d'éloigner la nourriture de l'odorat des hyènes, qui opèrent sur les flancs inférieurs. Le colobe d'Angola, avec son manteau de poils blancs et noirs qui contraste avec le vert sombre de la forêt, est l'un des primates les plus visibles du Kilimandjaro. Il vit en groupes familiaux dans la canopée haute, où il se nourrit presque exclusivement de feuilles. Les feuilles mûres contiennent des tanins que la plupart des mammifères ne peuvent pas traiter. Le colobe a un estomac spécialisé, avec des chambres de fermentation semblables à celles des ruminants, qui lui permet d'extraire des nutriments d'un aliment qui serait toxique pour d'autres primates en grande quantité. C'est une spécialisation qui lui donne accès à une ressource presque illimitée et qui élimine la compétition directe avec la plupart des autres herbivores de la forêt. Le son de la forêt montagnarde du Kilimandjaro à l'aube est une somme difficile à décomposer. Il y a des oiseaux qui commencent avant qu'il y ait assez de lumière pour voir. Il y a des insectes qui n'ont pas cessé de toute la nuit. Il y a le son de l'eau quelque part entre les arbres, un ruisseau, ou simplement le goutte à goutte de la condensation que la forêt recueille des nuages pendant les heures obscures et qui descend le long des troncs et des feuilles jusqu'au sol. Et il y a, parfois, le son de quelque chose de grand qui se déplace dans la végétation, une rupture dans le schéma sonore de la forêt qui n'a pas d'explication immédiate et qui disparaît avant qu'il y ait le temps de la localiser. Voilà la forêt montagnarde du Kilimandjaro, la première couche du système vertical qui monte de la savane jusqu'à la neige. Mais il y a une deuxième couche qui commence là où la forêt commence à s'éclaircir. Entre 2800 et 4000 mètres, les arbres de la forêt dense cèdent, pas à pas, la place à une végétation qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre, sous la même forme et avec la même fonction. La zone afro-alpine du Kilimandjaro est l'argument le plus puissant que la montagne ait pour revendiquer une place unique dans la biologie de la planète. Les plantes qui vivent ici ont résolu le problème du froid nocturne, de façon qui semble avoir été conçue par quelqu'un qui aurait étudié le problème pendant des siècles. En réalité, elles le font depuis des millions d'années. Le senson géant est peut-être l'exemple le plus frappant. C'est une plante apparentée aux marguerites qui, sur les côtes européennes, atteint 40 cm de hauteur. Dans la zone afro-alpine du Kilimandjaro, où la température peut descendre en dessous de 0 degré chaque nuit de l'année, le senson a grandi jusqu'à devenir un arbre de jusqu'à 10 mètres de hauteur. Le tronc est couvert de feuilles mortes qui ne tombent pas. Elles forment une couche isolante qui protège les tissus vivants intérieurs du froid nocturne. Les feuilles actives se replient sur le bourgeon terminal à la tombée de la nuit, comme une main qui ferme le poing, et s'ouvrent à nouveau à l'aube quand la température remonte. C'est une plante qui a inventé son propre système de chauffage. La lobélie géante fait quelque chose de semblable, mais de différent.
Ses feuilles forment une rosette serrée, au centre de laquelle s'accumule de l'eau qui, quand la température chute la nuit, gèle sur le bourgeon central et le protège comme un couvercle de glace. L'eau en gelant libère de la chaleur. La lobélie utilise la physique du changement d'état de l'eau comme couverture. Aucune de ces solutions n'a été inventée par un ingénieur. La sélection naturelle les a trouvées grâce au fait que les individus avec des feuilles qui se repliaient un peu mieux survivaient à des hivers légèrement plus froids et laissaient plus de descendants. Multipliés par des millions d'années et des centaines de milliers de générations, le résultat est ce que nous voyons dans la zone afro-alpine. Des plantes qui semblent conçues pour un problème concret, parce que, d'une certaine façon, elles le sont. Le corbeau à nuque blanche niche dans cette zone. C'est un corvidé, apparenté aux corbeaux et corneilles d'Europe et d'Asie, et il partage avec eux la caractéristique que les scientifiques du comportement animal documentent depuis des décennies. Une intelligence qui paraît disproportionnée pour un oiseau. Les corbeaux reconnaissent les visages humains et se souviennent des individus qui les ont menacés des années après la rencontre. Ils résolvent des problèmes avec des outils. Ils comprennent le concept de cause à effet dans des expériences de laboratoire mieux que beaucoup de mammifères. Le corbeau à nuque blanche du Kilimandjaro n'est pas aussi étudié que ses parents de latitude tempérée, mais son comportement dans la zone afro-alpine, où il profite des camps des alpinistes pour explorer les sacs à dos et dérober des aliments avec une persistance et une méthodologie qui sont remarquables, suggère un animal qui apprend vite et adapte son comportement aux circonstances. Le serval, un félin de taille moyenne avec de longues pattes et de grandes oreilles, opère également dans la bande entre la forêt montagnarde et la zone afro-alpine. Ses oreilles ne sont pas un ornement, ce sont un instrument de chasse. Le serval chasse principalement des rongeurs, et il le fait avec une technique qui dépend presque exclusivement de l'ouïe. Il entend le rongeur se déplacer sous l'herbe, calcule sa position avec une précision centimétrique, saute en arc jusqu'à 2 mètres de hauteur et retombe avec les pattes avant directement sur la proie. Le taux de succès du serval dans ses chasses, entre 50 et 70% selon les études, est l'un des plus élevés documentés chez les félins africains. Le léopard, comparativement, a un taux de succès de 20 à 30%. Le guépard, considéré comme le prédateur le plus rapide de la savane, dépasse rarement 40%. Le serval chasse bien parce qu'il entend mieux que tout autre félin de sa taille. Le francolin, une gallinacée qui vit dans la bande entre la forêt et la zone ouverte, est la proie qui connecte le plus clairement les différents niveaux de la montagne. Il est chassé par le serval dans la zone de transition, par le léopard quand il monte depuis la forêt, et par les rapaces qui patrouillent la zone afro-alpine depuis les airs. Le busard des roseaux, le faucon d'air, la buse montagnarde. Des rapaces qui profitent de la visibilité des pentes ouvertes pour détecter des proies depuis des hauteurs qui n'auraient pas de sens dans la forêt. Monter à 4000 mètres au Kilimandjaro, c'est entrer dans un environnement où la plupart des mammifères de la savane ne peuvent pas fonctionner. L'air contient 30% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Le rayonnement ultraviolet est plus intense parce qu'il y a moins d'atmosphère pour le filtrer. Les oscillations thermiques entre le jour et la nuit peuvent dépasser 30 degrés en quelques heures, et la végétation, de plus en plus dispersée, offre moins d'abris et moins de nourriture. Et pourtant, il y a de la vie. Le daman des rochers, un mammifère qui ressemble à première vue à une grande marmotte, mais qui est en réalité le parent vivant le plus proche de l'éléphant, l'une de ces connexions évolutives que la biologie produit et qui demande un moment pour être assimilée, vit dans les fissures et accumulations de roches de la haute zone alpine. Son apparence trompe. Le daman a sur ses pattes des coussinets à succion qui lui permettent d'escalader des surfaces rocheuses presque verticales. Ses poumons traitent l'air raréfié de l'altitude avec une efficacité que les physiologistes continuent d'étudier. Et il a une caractéristique de thermorégulation qui le rend unique parmi les mammifères de sa taille à cette altitude. Il peut laisser sa température corporelle chuter significativement lors des nuits froides, réduisant ses dépenses énergétiques, et la récupérer en se réchauffant au soleil du matin sur des rochers orientés à l'est. Le daman des rochers dans les hauteurs du Kilimandjaro est un animal qui a trouvé comment exister dans un environnement où, par sa taille et sa physiologie, il ne devrait pas pouvoir le faire. Le léopard monte jusqu'ici,
Pas toujours, pas tous les individus, mais il existe des témoignages documentés de léopards à plus de 5000 mètres au Kilimandjaro. Le cas le plus connu a été retrouvé gelé près du sommet il y a des décennies, immortalisé par Ernest Hemingway dans l'ouverture de l'une de ses nouvelles les plus connues. Et la question que la littérature a laissée ouverte, ce que cherchait le léopard à cette altitude, la science n'y a pas encore totalement répondu. L'explication la plus probable est que les léopards montent en suivant les damans et les oiseaux de la zone alpine, et que certains individus, probablement des jeunes en dispersion, cherchant un territoire, s'aventurent à des altitudes qui dépassent leurs possibilités de survie avant de pouvoir revenir. La montagne réclame parfois le prix de ces erreurs. Au-dessus de 4500 mètres, la végétation disparaît presque entièrement. La zone s'appelle zone arctique ou désert alpin, et le nom est exact. Les conditions sont si extrêmes que la colonisation végétale se réduit à des lichens sur la roche, des mousses dans les fissures où s'accumule un peu d'humidité, et rien d'autre. La température de jour peut atteindre 20 degrés sous un rayonnement solaire direct. La température nocturne descend régulièrement à -10, -15, parfois davantage. Il n'y a pas de mammifères permanents dans cette zone. Il n'y en a pas parce qu'ils ne peuvent pas l'être. Il n'y a pas suffisamment de nourriture ni d'abri pour maintenir une population résidente d'aucun mammifère connu. Ce qu'il y a, ce sont des visiteurs, des oiseaux qui passent, des insectes emportés par le vent depuis des zones plus basses, et la présence occasionnelle du léopard en dispersion que nous avons déjà mentionnée. Et puis il y a les glaciers. Les glaciers du Kilimandjaro reculent depuis le début du XXe siècle. Les images historiques du sommet d'il y a 100 ans montrent une couverture de glace qui s'étendait en blocs massifs au-dessus des 5000 mètres. Les images actuelles montrent des fragments de ce qu'étaient ces glaciers. Des blocs de glace verticaux aux bords taillés, séparés les uns des autres, qui persistent parce que leur masse est encore suffisante pour maintenir la température intérieure en dessous du point de fusion, même si l'air alentour est au-dessus de zéro. Les études les plus récentes projettent que les glaciers du Kilimandjaro auront disparu avant le milieu de ce siècle. Certaines projettent des dates antérieures à 2040. L'incertitude dans les projections est élevée parce que le comportement des glaciers tropicaux de haute montagne dépend de variables que les modèles climatiques ne capturent pas encore bien. Mais la direction est claire, et l'est depuis des décennies. Ce que la disparition des glaciers signifie pour les écosystèmes inférieurs du Kilimandjaro est une question à laquelle les écologues essaient de répondre depuis des années avec les données disponibles. Le glacier n'alimente pas directement les rivières qui descendent les flancs, comme c'est le cas dans les Andes ou l'Himalaya. L'eau qui descend le Kilimandjaro vient principalement de la pluie et de la condensation de la forêt montagnarde, pas de la fonte glaciaire. En ce sens, la disparition des glaciers n'a pas l'impact hydrologique immédiat et catastrophique qu'elle a dans d'autres régions du monde. Mais les glaciers du Kilimandjaro comptent pour d'autres raisons. Ils sont le symbole le plus visible du changement climatique sur le continent africain. Leur état est l'indicateur qu'utilisent le plus de citoyens, de gouvernements et d'organisations internationales pour parler du réchauffement en Afrique. Et ils sont le thermomètre le plus évident de quelque chose qui se passe sur toute la montagne, pas seulement au sommet, le déplacement altitudinal des zones climatiques. Les zones climatiques du Kilimandjaro montent. La limite inférieure de la forêt montagnarde, où la savane cède la place aux premiers arbres denses, est maintenant 100 mètres plus haut qu'elle ne l'était il y a 50 ans dans certains secteurs de la montagne. La limite supérieure de la zone afro-alpine, où les sénessons géants et les lobélies cèdent la place à la roche nue, monte également. La zone de vie de chaque espèce se comprime vers le haut, vers un espace de plus en plus petit, vers un sommet qui a une taille fixe. Pour les animaux qui vivent dans la frange la plus haute de la zone afro-alpine, il n'y a pas de plus haut où aller. Le daman des rochers qui vit à 4000 mètres peut, en théorie, monter à 4200 si le climat se réchauffe et si sa zone de confort monte. Mais si le réchauffement continue, il arrivera à un point où il n'y aura plus d'altitude disponible pour lui sur le Kilimandjaro. La montagne a un sommet, et le sommet est déjà là. Ce phénomène, que les biologistes appellent extinction par compression d'habitat ou simplement extinction climatique, est l'un des plus difficiles à atténuer parce qu'il ne dépend pas de protéger une zone, d'éviter la chasse ou de restaurer la végétation.
Il dépend d'arrêter le réchauffement. Et le réchauffement, aucune politique de conservation locale ne l'arrête. En descendant de la zone arctique vers les forêts, l'histoire du Kilimandjaro devient moins abstraite et plus immédiate. Les forêts du sud et de l'est de la montagne, où les précipitations sont plus abondantes grâce au vent de l'océan Indien, sont les plus riches en termes de biodiversité. Elles sont aussi les plus sous pression de l'activité humaine. Les flancs du Kilimandjaro sont l'un des territoires agricoles les plus productifs de Tanzanie. Le café d'altitude, la banane, le maïs sont cultivés en terrasses qui montent jusqu'à 1800 ou 2000 mètres dans certains secteurs. La frontière entre le champ cultivé et la forêt protégée est, à plusieurs points, une ligne qu'on peut franchir en 10 pas. Et cette ligne, les animaux la franchissent régulièrement. Les éléphants qui, pendant la nuit, sont à l'intérieur de la forêt protégée, peuvent se retrouver au matin dans les cultures des agriculteurs qui vivent à la limite. Les buffles font de même. Les dégâts qu'un groupe d'éléphants peut causer en une nuit dans un champ de maïs ou de bananier sont dévastateurs pour une famille qui dépend de cette récolte pour se nourrir et payer la scolarité des enfants. Le conflit entre les populations humaines qui vivent sur les flancs du Kilimandjaro et les animaux sauvages du parc est l'un des problèmes de conservation les plus complexes d'Afrique orientale, précisément parce que les deux parties ont raison en même temps. L'agriculteur qui perd sa récolte a raison d'être furieux. L'éléphant qui utilise le corridor de végétation qu'il utilisait depuis des siècles avant que les champs n'apparaissent a également raison, même si ce n'est évidemment pas dans les termes dans lesquels nous utilisons ce mot pour les humains. La résolution de ce conflit, là où elle existe, passe par des solutions qui ne sont ni simples ni bon marché, des corridors de végétation qui maintiennent la connectivité entre le parc et les forêts environnantes sans passer par les champs, des systèmes d'alerte précoce qui avertissent les agriculteurs quand les éléphants s'approchent, des compensations économiques pour les dommages, la diversification des cultures vers des espèces que les éléphants ne consomment pas. Aucune de ces solutions ne fonctionne seule. Toutes requièrent financement, volonté politique et temps. Du temps que les écosystèmes du Kilimandjaro, sous la pression simultanée du changement climatique et de la croissance démographique des communautés environnantes, ont de moins en moins. Mais il y a quelque chose que le Kilimandjaro a que la plupart des montagnes protégées du monde n'ont pas dans la même mesure. C'est un symbole. Le sommet enneigé d'un volcan équatorial, l'image de neige sous le soleil africain, est l'une des images les plus reconnaissables de la planète. Et les symboles ont du pouvoir. Le parc national du Kilimandjaro reçoit plus de 50 000 visiteurs par an. Cet afflux génère des revenus qui financent la gestion du parc, les rangers, les programmes de gestion des conflits hommes-faune sauvages et des emplois pour les communautés locales, guides, porteurs, personnel des refuges de montagne. Le tourisme de montagne a des impacts sur la végétation et les sols, mais au Kilimandjaro, l'équilibre entre les revenus qu'il génère et les coûts environnementaux qu'il produit a été, jusqu'à présent, favorable à la conservation. La montagne finance sa propre protection. La nuit, quand les groupes d'alpinistes sont dans les camps avec leurs tentes et leurs cuisiniers et leurs problèmes d'acclimatation, la forêt montagnarde du Kilimandjaro fonctionne exactement comme elle l'a fait pendant des milliers d'années. Le léopard sort chasser. Les buffles se déplacent entre les arbres en suivant des itinéraires qu'ils connaissent par mémoire collective, transmises de troupeau en troupeau depuis des générations. Les éléphants descendent vers la limite de la forêt, où l'herbe du bord est plus tendre que celle de l'intérieur, et reste là pendant les heures les plus sombres. Le daman des rochers dans les fissures de la zone alpine abaisse sa température corporelle et attend l'aube. Les sénessons géants replient leurs feuilles sur le bourgeon terminal. Et les glaciers, tout en haut, continuent de perdre de la masse, centimètre par centimètre, année après année, à un rythme qui n'a rien de dramatique au sens cinématographique, mais qui, cumulé sur des décennies, est l'une des transformations les plus significatives qui se produisent en ce moment même dans la biologie de cette montagne. Le Kilimandjaro a 5 mondes superposés, chacun avec ses règles, ses espèces, ses équilibres, et tous connectés de façon que nous apprenons encore à lire. L'eau que la forêt capte des nuages et qui alimente les rivières qui irriguent les champs sur les flancs, le sol que les éléphants fertilisent en déplaçant des graines à travers la forêt, l'ombre des cimes qui régule la température du sol où germe la prochaine génération d'arbres.
Enlève un élément et quelque chose change. Cela change de façon qu'on ne voit parfois pas avant que trop de choses aient déjà changé. L'éléphant qui entre dans la forêt montagnarde à l'aube, laissant des empreintes de la taille d'une roue dans la boue du sentier, ne sait pas qu'il porte sur sa peau des graines de plantes qu'il déposera 3 kilomètres plus haut. Le léopard qui dort sur la branche d'un arbre avec sa proie pendue à son cou ne sait pas que ses os, quand il mourra, nourriront le sol d'où ses plantes boiront. Le daman des rochers qui se chauffe au soleil sur le rocher à 4000 mètres ne sait pas que la chaleur qu'il ressent en ce moment est 0,2 degrés plus élevée qu'il y a 20 ans. Aucun ne le sait, aucun n'a besoin de le savoir. Ce qu'ils font, ce qu'ils ont toujours fait, suffit. Les systèmes fonctionnent quand chaque partie fait ce qu'elle doit faire, et ils le font depuis des millions d'années sans que personne ne les coordonne. Ce qui sait, et ce qui peut faire quelque chose à ce sujet, c'est l'espèce qui monte la montagne en groupe avec des vêtements techniques aux couleurs vives et des chaussures à $300, qui arrive au sommet épuisé et se prend en photo avec le glacier en fond, et qui redescend sans vraiment savoir ce qui vient de se passer au-dessus d'elle. Parce que ce qui se passe au Kilimandjaro, les 5 mondes superposés, les éléphants et le léopard, et les sénessons géants, et le daman des rochers, et les glaciers qui rétrécissent, se passent silencieusement, sans audience, sans urgence apparente, à un rythme qui ne coïncide pas avec celui des titres d'actualité, ni avec celui des cycles électoraux. Mais ça se passe. Et la montagne, qui est là depuis bien avant qu'il y ait quelqu'un capable de la regarder, continuera d'exister, avec ou sans glacier au sommet, avec ou sans éléphants dans la forêt, avec ou sans le chant des colobes entre les arbres à l'aube. La question est, avec quoi? Le léopard ce matin est descendu de son arbre avant l'aube, a laissé les restes de sa proie suspendus dans une fourche entre 2 branches et s'est éloigné par la forêt vers le nord. Les empreintes dans la boue du sentier disent qu'il pesait entre 40 et 50 kilogrammes, qu'il avait le coussinet de la patte gauche légèrement asymétrique, marque d'une ancienne cicatrice ou d'un individu adulte avec une usure différentielle des pattes. Ce qu'il faisait dans la forêt la nuit dernière, personne ne le sait avec certitude. Ce qu'il fera cette nuit, non plus. Et dans cette incertitude, dans cet espace entre ce que nous savons et ce qui se passe quand nous éteignons les lumières, se trouve tout ce qu'il reste à apprendre sur la montagne la plus haute d'Afrique. Mais revenons à la forêt, car la forêt du Kilimandjaro a des couches que nous n'avons pas encore ouvertes. La ceinture de brouillard qui enveloppe la montagne entre 2000 et 3000 mètres est l'une des clés du système. Les nuages chargés d'humidité venant de l'océan Indien viennent frapper les flancs orientaux et méridionaux de la montagne et se condensent. Ce qui apparaît sur la carte météorologique comme des précipitations est en réalité quelque chose de plus. La forêt capte l'humidité des nuages, même quand il ne pleut pas. Les feuilles, les branches, les lichens qui recouvrent l'écorce des arbres les plus anciens fonctionnent comme des collecteurs. L'eau qui tombe de la canopée sur le sol dans une forêt de brouillard peut équivaloir à la moitié, ou plus, des précipitations mesurées par un pluviomètre conventionnel. Cette eau invisible, que la forêt extrait des nuages par contact, alimente les rivières qui descendent les flancs et irrigue les champs des communautés au pied de la montagne. Les communautés qui dépendent de ces rivières pour boire, pour irriguer leurs champs et pour entretenir leurs troupeaux, dépendent donc du bon fonctionnement de la forêt de montagne. La forêt produit de l'eau. L'eau a de la valeur. Par conséquent, la forêt a une valeur économique directe pour les personnes vivant sur les flancs, un argument qui s'est révélé plus persuasif dans les négociations sur la gestion du parc que des décennies d'arguments sur la biodiversité. Au-delà des éléphants et des buffles, la forêt montagnarde abrite une faune de mammifères de taille moyenne qui tend à passer inaperçue dans les documentaires, mais qui structure l'écosystème de manière silencieuse et indispensable. La civette africaine, un mammifère nocturne de la taille d'un grand chat au motif de couleur noir et blanc et possédant une glande qui produit une sécrétion utilisée depuis des siècles en parfumerie, se déplace sur le sol de la forêt en mangeant des fruits, des insectes, de petits vertébrés et de la charogne avec une promiscuité alimentaire qui en fait l'un des disperseurs de graines les plus efficaces de la forêt. La civette mange des fruits et défèque les graines à des distances pouvant atteindre plusieurs kilomètres de l'arbre d'origine.
Dans une forêt où de nombreuses plantes dépendent des animaux pour disperser leurs graines, la civette est un maillon discret qui maintient pourtant la connectivité génétique entre des populations de plantes séparées par des centaines de mètres de forêt. La mangouste naine, le plus petit mammifère carnivore d'Afrique ne pesant que 200 grammes, vit en groupes familiaux dans les affleurements rocheux et les troncs creux de la forêt de montagne basse. Les groupes ont une structure sociale élaborée, avec des individus qui jouent le rôle de sentinelles pendant que les autres cherchent de la nourriture, et avec des systèmes de communication vocale que les chercheurs ont répertoriés en dizaines d'appels distincts avec des significations spécifiques. Prédateurs aériens, prédateurs terrestres, danger imminent, fin de l'alerte. La mangouste naine se nourrit principalement d'insectes, d'araignées, de scorpions et de petits lézards. Dans les secteurs de la forêt où sa densité est élevée, les populations de scorpions sont régulées d'une façon que les chercheurs ont pu documenter. Le plus petit carnivore de la forêt a des conséquences silencieuses et indispensables sur ce qui l'entoure. Le phacochère, si commun dans la savane africaine qu'il passe presque inaperçu, adopte dans la forêt montagnarde du Kilimandjaro un comportement qui le distingue de ses congénères des zones ouvertes. Il monte plus haut que les phacochères de savane ne le font habituellement, atteignant dans certains cas la frange inférieure de la zone afro-alpine. Il mange des bulbes, des racines et de la charogne avec la même efficacité que dans la plaine, mais dans la forêt, son activité de fouissage a un effet sur le sol que certains chercheurs considèrent positif pour la régénération de certaines plantes et que d'autres jugent perturbateur pour les sols forestiers les plus délicats. Le débat sur le rôle du phacochère dans la forêt montagnarde est l'exemple de quelque chose de plus large, la difficulté de séparer les effets des différents acteurs dans un écosystème où tout interagit avec tout. Mais le tableau qui se dégage du Kilimandjaro, après des décennies de recherche, est cohérent. Une montagne qui fonctionne comme une unité intégrée depuis la savane jusqu'à la neige, où faune, flore, eau et sol sont connectés d'une façon telle que la perte de n'importe quel composant perturbera l'ensemble de manières qui ne sont pas toujours prévisibles. Les oiseaux de la forêt montagnarde méritent un chapitre supplémentaire car ils constituent, en termes de diversité, le groupe le plus riche de la montagne. Le Kilimandjaro se trouve dans la région que les ornithologues appellent les Hautes Terres d'Afrique orientale, une zone d'extraordinaire diversité aviaire, incluant des dizaines d'espèces endémiques ou quasi-endémiques, des oiseaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde ou qui possèdent dans ce système montagneux l'une de leurs rares populations viables. Le Swimanga à poitrine écarlate se nourrit du nectar des fleurs de la forêt montagnarde. Son bec incurvé est adapté à la forme exacte des fleurs dont il dépend, et cette dépendance est si ancienne que la fleur et le bec ont convergé mutuellement. Si les populations de Swimanga diminuent, la pollinisation de certaines plantes échoue, et si ces plantes disparaissent, le nectar qui soutient d'autres espèces de Swimanga disparaît également. Un cycle qui se renforce dans les deux sens. Le touraco de Fischer, endémique des hautes terres d'Afrique orientale, possède l'un des plumages les plus remarquables de la forêt. Un corps d'un vert éclatant, surmonté d'une crête rouge, et une tache rouge vif sur les ailes, qui n'est visible qu'en vol. Le rouge de ses plumes provient d'un pigment contenant du cuivre, la thuracine, unique chez les oiseaux, que le touraco produit en interne, plutôt que de l'obtenir de son alimentation, comme le font la plupart des oiseaux aux couleurs vives. Le touraco mange des fruits et est l'un des plus importants disperseurs de graines de la forêt. Il avale les fruits entiers, digère la pulpe et dépose les graines intactes dans ses excréments, y compris des graines d'arbres qui mettent des décennies à mûrir et qui forment une partie de la canopée la plus haute de la forêt. L'aigle couronné africain vit dans la forêt montagnarde du Kilimandjaro et représente le niveau le plus élevé de la chaîne trophique parmi les oiseaux de la forêt. C'est le seul rapace africain qui chasse régulièrement des mammifères de son propre poids ou davantage. Il a été observé chassant des colobes adultes, de jeunes duikers et des damans des rochers. Ses serres postérieures peuvent atteindre 12 cm, plus longues que celles de la plupart des grands mammifères carnivores en proportion à leur taille corporelle. L'aigle couronné jouit d'une réputation qui, dans certaines parties d'Afrique, a pénétré dans le domaine de la mythologie.
un oiseau pesant entre 3 et 5 kg, qui renverse des singes de sa propre taille dans la canopée de la forêt, est une image que l'on n'oublie pas. Et sa présence réorganise le comportement des proies. Les groupes de colobes passent une proportion significative de leur temps de veille à regarder vers le haut, avec les adultes en périphérie et les jeunes au centre. Le prédateur ne tue pas seulement, il organise aussi le comportement de ses proies. La zone de transition entre la forêt montagnarde et la zone afro-alpine, la bande entre 3000 et 3400 mètres, est la zone de plus grande tension écologique de toute la montagne. Les conditions y changent plus rapidement qu'en tout autre point du système vertical. Sur un trajet de 500 mètres de dénivelé, la température moyenne annuelle chute de 4 ou 5 degrés. Les précipitations peuvent se réduire de moitié. La couverture végétale passe d'une canopée fermée à la végétation éparse de la zone de bruyère et de senson. Les animaux qui utilisent cette zone de transition sont les plus polyvalents du système. Le léopard en est l'exemple le plus évident, mais aussi le buffle, qui monte dans la zone de bruyère pour pâturer sur l'herbe haute et retourne dans la forêt quand les températures baissent dans l'après-midi. Et la souris des rochers du Kilimandjaro, documentée à des altitudes atteignant 4000 mètres, avec un pelage plus dense que ses parents de la savane, une plus grande capacité à accumuler des réserves de graisse avant le froid nocturne et une vascularisation des pattes qui réduit les pertes de chaleur. De petites adaptations, mais accumulées sur des milliers de générations, suffisantes pour faire la différence entre survivre à la nuit et ne pas y survivre. Le Kilimandjaro, vu d'en haut, est un cône presque parfait qui s'élève progressivement depuis la savane jusqu'au sommet. Vu de l'intérieur, depuis l'une quelconque de ces 5 zones, c'est un monde qui fonctionne selon ses propres règles et qui entretient des connexions avec les mondes du dessus et du dessous. Connexions pas toujours visibles, mais toujours réelles. L'eau que l'éléphant boit dans la mare de la forêt montagnarde vient des nuages que la forêt a captés plusieurs jours auparavant. La graine que le touraco a déposée sur la branche où le léopard se repose maintenant germera dans 5 ans et dans 20 ans sera l'arbre où nichera l'aigle couronné qui gardera les colobes, les yeux tournés vers le haut. Le daman des rochers qui réchauffe son corps sur la roche à 4000 mètres est le lointain cousin du plus grand mammifère qui descend chaque nuit jusqu'au bord du champ d'un agriculteur. Tout est connecté, tout dépend de tout, et tout est en train de changer.